Euh, Avant de prendre les questions du public, j'aurais juste une question à te poser parce que tu as abordé quelque chose tout à l'heure. Tu as parlé du concept de réussir ou de rater sa vie. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, réussir ou rater sa vie? Alors, donc, ça peut évoquer deux choses. Si on parle du concept, le concept lui-même, c'est lorsqu'une personne n'a plus... Lorsqu'une personne perd pendant un moment de sa vie, parce que normalement, ça reste pas longtemps, elle s'agrippe vite. Lorsqu'une personne perd pendant un moment de sa vie, la conscience qu'elle avait de sa présence dans sa vie. Cela veut dire que lorsqu'une personne sait où elle a une présence, une conscience d'elle, elle a une conscience d'être vivante, elle a une conscience de servir quelque chose, elle a une conscience, elle a l'impression d'être aimée, d'être utile, de servir. Elle a l'impression d'avoir de la puissance, du pouvoir, d'asservir. Elle a l'impression de souffrir ou d'être heureuse. Du moment qu'il se passe quelque chose dans l'émotivité de la personne, elle a conscience qu'elle est là. Et pour son ego, cela est important parce que cela va déterminer les paramètres de son cheminement d'évolution. Lorsque la personne, à un moment donné, perd le contact qu'elle a, elle, présentement, elle aurait... Parce que vois-tu, la personne, on parle de l'ego. L'ego peut être fragmenté en plusieurs parties. Cela peut causer certaines pathologies chez des personnes. Maintenant, à un moment donné, tu as la conscience, tu as presque plus... Ton corps physique et ton corps mental n'a plus de contact ou presque plus de contact avec l'ego. Et tu ne vois plus rien. Et il reste en toi, parce qu'à l'instant même où tu perds le contact avec ton ego, tu recrées un autre ego qui est minuscule, qui est inexpérimenté, qui date, qui a comme cheminement vécu l'instant même où tu as coupé tes contacts et l'instant où tu prends conscience que tu as coupé tes contacts. Alors, l'ego, cette petite ego qui tend à naître peut avoir vécu 2 secondes, 1 minute, 2 minutes, 1 heure. Il renaît chez l'homme un ego lorsqu'il perd un ego. Tant que l'homme est assujetti, tant que l'homme n'a pas d'énergie mentale ou d'énergie suffisamment supramentalisée pour pouvoir se permettre la disparition de la conscience de vie, l'ego. Lorsque la personne perd ce contact, elle ne souffre plus, elle n'a plus peur, elle n'a plus de joie, elle n'a plus rien. Elle n'a plus de référence. Dans sa psychologie, pour qu'elle puisse dire « je suis », elle prend conscience qu'elle est là, mais il n'y a rien pour pouvoir supporter cette prise de conscience. Et la personne, elle est dans une... Donc, elle perd cette conscience de la vie. Je parle de... Ce n'est pas nécessairement de dire qu'elle a un échec dans sa vie, mais je reviens simplement à l'illusion que je faisais tout à l'heure lorsque la personne arrive sur le bord d'un balcon sans garde-fou et qu'il n'y a plus rien. Elle se ramasse sur un îlot central au fin fond de l'univers où il n'y a plus aucun contexte, il n'y a plus du tout de critères de vie. Elle est là, elle seule. Et cet état qui peut traumatiser le plus près, le plus intelligent des hommes de la planète, c'est l'état d'être, qui fait peur. Et lorsqu'une personne vit cet état de choses et qu'elle n'est pas prête à la vivre, elle est automatiquement détruite. L'ego ne peut plus revenir, la personne recherche un ego, il y a un conflit qui se passe et la personne peut en mourir. Elle en devient folle, ça ne l'en meurt pas. Sauf évidemment si elle est prête. Réussir sa vie, c'est lorsque les concepts que nous avons élaborés lors de notre éducation se voient confirmés par notre vécu. C'est réussir sa vie. Et échouer sa vie, c'est lorsque les concepts que nous avons élaborés lors de notre éducation se voient infirmés par la vie. Il y a en tout cas, il y a toute une illusion peut-être autour de ça, du C'est juste une concept illusion, ce de phénomène-là. C'est le réussir ou de... concept que tu bâtis. Je voulais être telle chose et je n'ai pas réussi à l'être. J'ai eu donc un échec à ma vie. Mais tu as toujours été ce que tu étais. Parce qu'en fait, c'est la prétention de vouloir épouser des modèles collectifs de réussite, etc. Exactement. Si tu C'est des t'individualises, concepts que tu tu n'en as bâtis. rien à faire de ça. Tu ne peux pas manquer ta vie, tu ne peux pas réussir ta vie, tu ne peux que vivre ta vie. Mais l'homme, évidemment, au lieu de vivre sa vie, essaie de vivre la vie qu'il veut vivre et de fuir la vie qu'il refuse de vivre. Mais Vive la vie des autres. c'est la vie qu'il veut vivre, évidemment. Il s'assujettit à ce que les autres vont lui présenter. Parce que dans la collectivité, il y a toujours des trous, des fissures. Et l'homme croit que le chemin... l'homme pense qu'on lui demande de boucher des trous, de boucher des fissures dans la société. Alors, l'homme se lance dans la politique parce qu'on a une lacune dans la politique. L'homme se lance dans la médecine parce qu'il y a une lacune, il manque de médecins. L'homme se lance dans l'éducation parce que l'éducation n'est pas bonne. L'homme veut boucher les trous. Au lieu d'être ce qu'il est, lui, au lieu de faire quelque chose qui rentre en harmonie avec son intelligence, l'homme veut boucher les trous. Évidemment, dans cet état de choses, on va éduquer de façon à ce que l'homme bouge les trous.
Qu'est-ce qu'on a besoin dans la société? On a besoin d'infirmières. Alors, tout le monde se garoche pour être infirmière, et quand les infirmières sont prêtes, ben on a trop d'infirmières. Alors là, on se recycle pour d'autres choses, toujours pour boucher des trous. Et réussir sa vie va être en fonction du nombre de trous, de la qualité avec laquelle tu as bouché un trou dans la société. Sauf si, à un moment donné, tu prends une prise de conscience du manque de finalité réelle de cette évolution bouche-trou. Lorsque ça fait 20 ans que tu bouches des trous et que tu te dis, ben, je fais rien. Tu ne fais rien pour toi. Tu commences à développer cette égocentricité qui tend à individualiser l'homme, qui tend donc à amener l'homme vers cette conscientisation qui va évidemment se terminer apparemment par le salut de l'homme. C'est-à-dire que l'homme va devenir le maître, il ne sera plus l'esclave maître. Et évidemment, on passe pour arriver à l'état de maître par différents processus psychologiques de remise en question, de croyances et de décroyances, de cheminement et de retour en arrière qui finit par instruire l'homme que tous ces mécanismes sont utiles, essentiels. Elles n'ont comme fonction que d'enseigner à l'homme qu'il doit se débarrasser d'eux. Finalement, ça finit là. Alors, réussir sa vie, rater sa vie, c'est un concept faux, un concept sociétaire, un concept enseigné par les autres qui disent, il y a un trou là, si tu réussis ta vie, tu bouges le trou. Parce que si tu t'en vas où il n'y a pas de place, où il y a trop de choses, où on n'a pas besoin de toi, ben, tu manques ta vie. On a un concept qui fait que l'homme doit... on a différents concepts de réussir sa vie. Il y a la liberté, où tu dois pouvoir exprimer toutes tes émotions. On a un concept moral qui dit que tu dois contrôler toutes tes émotions. C'est aussi réussir sa vie. On a un autre où tu dois te donner entièrement aux autres. Et on en a un autre où tu dois te donner entièrement à toi. Alors, dépendant de l'éducation, tu réussis ta vie ou tu manques ta vie. Alors qu'en réalité, si cela dépend de l'éducation de l'homme, si cela est relatif à l'endroit sociétaire dans lequel tu nais, cela prouve de par sa définition même que c'est un concept, que c'est de l'illusion, que c'est de la frime. Parce que tu ne peux pas réussir ta vie. Tu ne peux pas manquer ta vie. Tu peux souffrir dans ta vie, tu peux avoir des pertes dans ta vie, tu peux avoir des trous, des hauts dans ta vie, mais tu ne peux pas réussir ou manquer ta vie, c'est impossible. Qui en mourant peut dire « j'ai réussi ma vie ». Tu as réussi quoi? Tu as réussi quoi? Certains vont dire, j'ai réussi, on m'oubliera pas. Alors, Adolf Hitler a réussi sa vie. D'autres vont dire, j'ai réussi, on parlera jamais de moi. Et ça, on en a plus, on en a maudit paquet. C'est la majorité. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? À 7 ans, tu veux être louveteau. À 12 ans, tu veux être boy scout. À 20, tu veux être marié. À 25, avoir des enfants. Après ça, tu veux divorcer. Et puis, avoir une job, une carrière, et une retraite, etc. Et à 50 ans, tu veux ta retraite anticipée. Puis à 65 ans, tu maudis la société parce que tu n'as plus de travail. Parce que ta vie, tu te demandes si tu as fait de quoi. Mais c'est sûr que tu as fait de quoi. Tu peux pas manquer ta vie. Il n'y a rien à faire. D'ailleurs, la meilleure preuve que tu réussis ta vie, c'est que tu meurs. Tout le monde réussit bien sa vie. L'enfant qui voit un guide, est-ce que c'est lui qui l'a créé? Ou est-ce qu'il lui a été assigné? Ça, c'est intéressant, ça. Oui. Maintenant, on parle d'un guide, c'est le guide de lumière, par exemple, qu'on a vu un peu la semaine dernière. On ne parle pas de guide matériel, j'imagine bien, encore que c'est un peu la même chose. Il faut bien comprendre que la psychologie de l'enfant, elle n'est pas éclos. Elle n'est pas encore suffisamment développée. Elle est dans des phases d'éducation, de prééducation, de développement et de prédéveloppement. C'est-à-dire que à certains âges, l'enfant est complètement teinté par la psychologie, donc par l'astral de sa mère. À la naissance, l'enfant est teinté par l'astral de sa mère parce que une partie de cette mémoire est véhiculée par le sang. Donc, l'enfant a le sang de sa mère et après un certain laps de temps, lorsque l'enfant aura recyclé complètement le sang de sa mère, il commencera à développer une psychologie qui lui sera propre. Il va commencer à s'identifier à lui-même et non plus se parler à la troisième personne. Lorsque l'enfant va grandir, lorsque l'enfant va accumuler des expériences, il va développer un ego qui va tendre à se dissocier de celui des parents. Maintenant, évidemment, selon l'éducation, selon la restriction de l'éducation, cela peut prendre un temps plus ou moins long. Lorsqu'un guide, lorsqu'une énergie est assignée, parce que c'est toujours assigné à un enfant, l'enfant ne le demande pas, on lui assigne. Ça, c'est important de voir la différence. L'adulte peut demander, l'enfant ne demande pas. Je parle d'un enfant de 4 ans descendant, par exemple, ou 5 ans descendant, dépendant de l'éducation. Bon. Lorsqu'on lui assigne, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, dans la religion catholique romaine, on baptise. Cela veut dire qu'on assigne déjà des anges gardiens à l'enfant. On donne un nom à l'enfant qui sera le mécanisme par lequel l'énergie de cette religion pourra entrer en contact avec lui et lui assigner des choses.
et le manipuler. Maintenant, cela va aussi avec la croyance des parents. Cela va aussi avec les mécanismes génétiques qui promulguent l'évolution de l'espèce dans le temps. Maintenant, il faut bien comprendre que l'évolution par la génétique ne permet l'amélioration que du véhicule récepteur et ne permet pas l'amélioration de ce qui va être reçu. Ça va être évident. Ce que je veux dire par là, c'est que l'évolution de l'enfant, par exemple, l'évolution du parent vers l'enfant va permettre génétiquement d'améliorer le corps physique. Un corps physique amélioré permet l'amélioration de l'énergie psychologique améliorée. Et l'énergie psychologique améliorée dans un véhicule amélioré permet la création d'un corps mental amélioré, ce qui va permettre l'intégration plus facile ou plus probable de la fusion supramentale, donc extraplanétaire, avec l'énergie planétaire humaine. Maintenant, il est évident que l'enfant qui, par exemple, de par la génétique spirituelle de ses parents, de par la génétique alimentaire, de par la génétique évolutive de ses parents, même s'il est baptisé par la chrétienté ou par l'islam ou par d'autres religions, il peut, de par sa nature vibratoire, le corps physique a une nature propre vibratoire, le corps vital, le corps astral, le corps mental aussi, et par affinité vibratoire, par résonance, cela va se lier. Alors, on n'aura pas un être humain qui aura un corps particulier avec un esprit différent de ce que le corps peut exprimer. Et c'est pourquoi aussi on a des personnes qui, de la physiologie ça fonctionne, dans la chiromancie ça fonctionne, et la physiologie, elle est léguée par les parents. L'enfant ressemble à sa mère, à son père, à son grand-père, et il se trouve qu'on peut, par la physiologie, connaître la caractérologie astrale de la personne psychologique, ce qui prouve qu'effectivement, on lègue notre psychologie par l'intermédiaire de la nature physique. Mais l'évolution de l'être-té, le contact extraplanétaire entre l'homme planétaire ne peut pas être légué génétiquement. Le véhicule est amélioré de génétique en génétique, ce qui fait qu'à un moment donné, un être arrive à la fusion 2, 3, 4, 15, 20, 100, 2000, 10 000, 1 million, 4 millions, et à un moment donné, l'humanité aura des enfants non fusionnés tant qu'il ne sera pas androgène, c'est-à-dire tant qu'il sera sexué. Il aura des enfants qui auront à expérimenter la fusion de leur vivant, mais qui l'expérimenteront facilement. Ce qui n'est pas le cas présentement parce que les entités corporelles ne sont pas corporelles, je parle du plan planétaire, mental en descendant, ne sont pas suffisamment prêtes. Donc, lorsque l'enfant voit un guide, si c'est un guide chrétien, c'est que l'évolution collective psychologique des parents est suffisamment reliée à l'égrégore qui l'a baptisé. Mais on peut voir, par exemple, l'apparition d'un guide tibétain à un enfant catholique. Et là, donc, on va encore plus mettre de croyance dans ce phénomène parce qu'on va dire, c'est un élu. Parce qu'il n'avait rien de tibétain. C'est normal qu'un enfant tibétain ait la visite d'un guide tibétain. Et c'est normal qu'un enfant chrétien ait la visite d'un guide chrétien, d'un ange, ou encore d'un archange. Mais c'est un élu si c'est un tibétain qui a la visite d'un archange chrétien. Et c'est un élu où il y a des dons, où il est particulier, si c'est un chrétien qui a la visite d'un guide tibétain. Et ça, il faut bien comprendre que l'exotisme plaît partout où on va. Bon. L'enfant ne l'attire pas d'une façon consciente. Les vibrations particulières du corps physique, vital, psychologique et mental de l'enfant vont permettre la résonance entre une énergie du monde de l'astral, d'une énergie du monde des morts, de ce monde parallèle, pour que celui-ci puisse venir s'exprimer devant l'enfant et trouver substance à l'expression, donc trouver un auditeur. Alors, ce guide va venir voir l'enfant et selon la nature même de ce guide, il va pouvoir aider, être ami ou nuire à l'enfant. Donc, évidemment, ce guide n'est quand même qu'une création de l'homme. C'est quelque chose qui a des fonctions. C'est quelque chose qui a une efficacité. Et quand j'emploie le terme efficacité, je veux dire que cela a une efficacité dans la matière. Cela ne veut pas dire que c'est bon ou mauvais. Ça fonctionne, ça marche. Bon. Et ce guide qui se présente vers l'enfant, qui est, qu'on donne à l'enfant, on le donne de par une loi qui s'appelle l'amour, l'attraction. Donc, l'enfant ne le demande pas consciemment par l'espoir. C'est-à-dire que l'enfant n'énergisera pas un canal entre sa psychologie et ce guide. Il ne demandera pas la venue d'un guide, l'enfant ne le recherche pas. Et si ce guide se présente, c'est qu'il y a affinité vibratoire entre l'enfant et cette entité du monde de l'astral. Maintenant, ce n'est pas parce qu'un guide vient voir un enfant et qu'il peut aider l'enfant pendant un laps de temps dans son éducation que ce guide est pour autant supérieur à l'enfant. Parce que supériorité, c'est un concept extrêmement psychologique de l'homme qui
ne tient pas compte d'une réalité extratemporelle. Autrement dit, lorsque votre enfant est inférieur à vous, c'est que vous n'avez pas de conscience, vous n'avez pas conscience de l'adulte dans l'enfant. Et à l'extérieur du temps, l'enfant est le début et la finalité vivante de ce qu'il sera. Dans le temps, vous avez le moment présent qui dit que l'enfant a 6 mois et je peux le tuer. Mais vous n'avez pas de conscience extratemporalisée qui va vous dire que l'enfant, lorsqu'il mesurera 6 pieds 9, qu'il sera corps arrière de football, qu'il sera un garde du corps pour plusieurs premiers ministres et qu'il sera un fiefé coquin, lui, il pourra vous tuer. Alors, qu'est-ce que c'est supérieur-inférieur? C'est quelque chose qui est relié à une méconnaissance des mécanismes temporels, à une conscience temporalisée par le domaine de la mémoire, par l'éducation, qui nous fait croire qu'une chose peut être inférieure ou supérieure. Donc, lorsqu'un être supérieur vient vous visiter, il est supérieur présentement, mais qu'en sera-t-il de lui lorsque vous aurez 200 ans de plus? L'enfant est visité par un guide qui peut l'aider et lorsque l'enfant sera adolescent, il devra se départir de ce guide parce que ce guide va lui nuire. Et si l'enfant ne se fait pas nuire par ce guide, c'est simplement parce que l'enfant reste assujetti à ce guide. Donc, l'enfant est le maître esclave, l'enfant accepte maintenant ce guide et l'enfant accepte d'être soumis à ce guide. Ce qui ne devrait jamais être chez l'homme. Cela ne veut pas dire que l'homme doit manipuler, doit écraser tout ce qui existe. Cela veut dire que l'homme doit cesser d'être assujetti à ce qui existe. Cela veut dire que l'homme doit prendre conscience de sa nature réelle. Cela veut dire que l'homme doit se libérer réellement de tout ce qui tend à l'attacher. Cela veut dire que l'homme doit se libérer de lui. Cela veut dire que l'homme doit se libérer complètement de tous ces mécanismes qui tendent à le rapprocher d'une conscience collective. Cela veut dire que l'homme doit être capable d'avoir une conscience propre, individualisée à lui, totalement marginale de l'extérieur, et malgré qu'il sera dans cet état, cet homme ne se sentira jamais coupable d'être différent. Cet homme ne nourrira pas la différence. Cet homme ne fera pas de la différence un culte. Parce que l'homme qui fait de la différence un culte se réassujettit. Parce qu'un culte, ça se vend bien. L'homme sera différent, l'homme constatera la différence psychologique qu'il vivra, et l'homme dira « cela est parce que cela est ». Et c'est tout. Alors donc, l'homme ou l'enfant qui, à un moment donné, est visité par un guide, devra, de toute façon, par son évolution, comprendre la nature de ce guide. Et lorsqu'il comprendra la nature de ce guide, il aura tout appris les leçons que ce guide peut lui enseigner. Parce que sachez bien que le monde parallèle, lorsque ce monde de l'astral vient vous visiter, il ne peut faire autrement que de vous enseigner sa nature. Il n'y a rien, de toute façon, dans le contexte évolutif planétaire humain qui n'a pour fonction autre chose que de faire connaître à l'homme sa nature. L'homme lui-même doit connaître sa nature. Et l'homme doit connaître la nature de la matière, l'homme doit connaître la nature du corps vital, l'homme doit connaître la nature du corps astral pour pouvoir travailler en fonction des lois qui régissent même ces natures. Donc, lorsqu'une entité vient voir une personne, un guide ou n'importe quoi, l'homme ne peut apprendre de cette chose que sa nature. Et lorsque l'homme comprend et connaît la nature réelle d'une entité qui vient le visiter, il n'en a plus besoin. Il ne peut rien apprendre d'autre. Sinon, l'être va lui enseigner la nature de d'autres choses. Et c'est toujours ça qui se passe. On enseigne la nature de d'autres choses. Alors, tu dois faire telle chose. Telle affaire, c'est telle chose. Et toi, qu'est-ce que tu es? Moi, je suis un maître. Mais je ne peux pas connaître la nature de cette personne dans l'astral. Parce qu'il se cache. Il ne la connaît pas lui-même. Et par l'expérience, par la friction évolutive souffrante, même si c'est camouflé entre ce guide, entre ce monde parallèle et l'être et l'enfant qui évolue, l'enfant va découvrir ce qu'est cette chose. Mais plus l'enfant prend de temps à voyager avec cette chose, plus l'enfant crée de liens avec cette chose, et automatiquement, plus le temps va avancer, plus il aura de la difficulté à s'en débarrasser. Sauf s'il comprend sa nature globalement, complètement, et s'il peut, par la compréhension, par ce savoir de cette nature, éduquer la chose pour qu'elle s'en aille. Parce que sachez bien qu'on ne peut pas quitter le monde de l'astral, ou on ne peut pas, disons, se désassujettir du monde de l'astral sans automatiquement se créer une nouvelle fonction, celle de l'instruction de l'astral. On doit travailler dans le plan d'astral comme dans d'autres plans. Et lorsque l'homme travaille dans ces plans de toute façon, mais l'homme ne le sait pas, l'homme l'ignore. Mais lorsque l'homme veut se départir des assujettissements de ce monde parallèle, il doit l'instruire.
Parce que ce monde apparemment supérieur, parce que vous ne comprenez pas ce qu'est l'intemporalité, est totalement inférieur à l'homme. L'homme ne crée rien de supérieur à lui, dans l'apparence seulement. Une question qui est le fun, là. La façon dont elle est posée, c'est assez drôle parce que je pense qu'elle contient en elle-même la réponse de la question. Toutes les Ça arrive questions, de souvent, toute façon, oui, contiennent la oui. réponse, oui. Là, on voit que la personne, au fur et à mesure qu'elle rédigeait sa question, elle arrivait vers la réponse. C'est d'ailleurs le mécanisme de la parole. Et c'est pourquoi on suggère fortement aux personnes de parler à un moment donné, parce que lorsqu'elles parlent, elles s'enseignent eux-mêmes et elles apprennent. Et plus elles parlent, plus elles découvrent comment elles le savaient. Et dans leurs termes, ils vont dire, plus je parlais, plus j'ai découvert comment j'étais niaiseux. Mais en réalité, c'est que tu découvres que tu le savais, pas que tu étais niaiseux. Mais tu t'instruis. Alors, comme elle est assez longue, je te la donnerai tout à l'heure, je vais la lire. Un homme qui a détruit ses concepts de divinité et les a chassés par la parole en les insultant et les injuriant, j'entends par là les divinités polarisées, Dieu et diable, et de ce fait n'a aucune crainte de ces entités, n'ayant eu aucune riposte de l'une et de l'autre. Il dit après, que s'est-il passé? Il s'est passé que... Vas-y. Bon. Et la réponse de l'autre côté. Ne paye pas, c'est marqué de l'autre côté. Ça ne paye pas. Bon. Un homme qui a détruit ses concepts. Soit dit en passant, on ne peut pas détruire ses concepts, on peut les transmuer. Bon, c'est une nuance, mais quand même, qui est quand même, disons, à un moment donné, elle devient intéressante. Les divinités polarisées, bon, etc. Alors, par certaines techniques, la personne a réussi à faire fuir ou à engueuler le bon Dieu et le diable. Et de ce fait, n'a aucune crainte de ces entités, n'ayant eu aucune riposte de l'une et de l'autre. Cela veut dire que par cette question, il instruit le monde de l'astral qu'il va en avoir peur si ceux-ci ripostent et qu'automatiquement, il va s'excuser pour retomber dans le piège. La question, du moins, elle a ce caractère. Et on ne doit jamais, mais jamais instruire l'astral que, lorsque je disais à un moment donné, chacun d'entre vous, c'est possible qu'un jour, vous avez réellement maudit Dieu. On veut couper les liens. Mais on ne les coupe jamais toutes au cas. Et de ce fait, on ne les coupe pas pantoute. Bon. Alors, c'est la même chose. Je veux plus que le diable vienne. Mais tu dis ça comment? En ayant peur qu'il revienne, automatiquement, tu lui dis, viens m'avoir peur. Puis plus j'ai peur, plus je te nourris. Plus je te nourris, plus tu as soif. Plus tu viens, plus on a du fun. Enfin, tu as du fun. Bon. Alors, c'est la même chose ici. Qu'est-ce qui est arrivé? Pas grand-chose. Il est arrivé simplement ceci, que la personne, elle a réussi à soulager ses concepts de Dieu et de Satan, mais elle n'a pas ébréché du tout le concept planétaire ou le concept collectif de cette divinité ou de ce Satan. Cette personne n'est pas encore suffisamment importante pour le monde de l'astral pour que le monde de l'astral s'occupe d'elle. Et c'est parfait, c'est tant mieux. Mais la personne, si elle se dit elle-même, je n'ai pas peur parce qu'il ne s'est rien passé, autrement dit, je n'ai pas peur, je n'y crois pas parce qu'il ne s'est rien passé, il faut faire extrêmement attention, parce que sachez bien que le monde de l'astral vous connaît, parce que c'est vous. Et vous connaissant, parce que c'est vous, et parce que vous communiquez avec ce monde parallèle qui est relié par la collectivité, par l'amour collectif dans l'astral, vous connaissant, ils savent aussi de quelle façon vous faire croire des choses. Lorsqu'une personne recherche Dieu, elle ne rencontre jamais Satan. Mais lorsqu'une personne fuit Dieu, elle peut rencontrer Satan. Et c'est assez amusant de voir que lorsqu'une personne est athée, elle ne rencontre pas Satan. Il n'y a que les personnes qui recherchent Dieu et qui, à un moment donné, fuient Dieu qui ont peur du diable. Mais pas les athées. Celui qui ne croit pas en Dieu et qui ne croit pas en diable ne voit pas le diable. Et celui qui croit en Dieu, qui a peur du diable, peut voir des entités sataniques. Alors, il y a une grosse connotation qu'il faut faire entre le fait de chasser les liens qui nous réunissent à ces choses et de devenir suffisamment maître de l'astral pour manipuler ces choses. Il n'y a pas eu de riposte. Alors, dernièrement, on a eu une expédition au niveau PMC 5 et PMC 4. Je ne vous compte pas ce qui s'est passé parce que, disons que il faut le vivre, disons, pour réellement l'intégrer. Et il n'y a pas eu effectivement de riposte. Par contre, il y a eu la preuve que ces entités existaient, étaient fonctionnelles et manipulaient la matière. Et en même temps, il y a eu la preuve que ces entités ne pouvaient rien contre l'homme. Il y a eu la preuve lors de cette expédition, lors de ces 24 heures, que le monde de l'astral pouvait manipuler l'homme qu'à la condition que l'homme se laisse manipuler. Et cela a toujours été... Lorsqu'un maître avait des esclaves, il pouvait manipuler l'esclave
selon la possibilité qu'avait l'esclave d'être manipulé. Je ne peux pas ordonner à personne de voler, parce qu'il ne peut pas voler. Et lorsqu'une personne n'est pas dans un état psychologique pour agir, je ne peux pas. Un esclave qui est en colère, on le fouette, on le bat, mais on ne lui demande rien. Parce que si on le met plus en colère, il va se révolter contre nous. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe avec l'homme lorsque l'homme arrive à une colère purificatrice à un moment donné, une colère presque mentale. Alors, il ne s'est rien passé pour la simple raison que la personne n'a ébréché que ses propres concepts, disons, dualitaires, polarisés. Et c'est un début. Qu'elle soit patiente. Et elle aura à un moment donné des ripostes. Mais il n'y a rien de dangereux avec ce genre de choses, avec ce genre de monde. La seule chose qui est dangereuse, c'est lorsque l'homme recule. Lorsque l'homme a peur. Et lorsque l'homme a peur, ben l'homme se fait instruire par la peur. Parce qu'évidemment, on ne viendra pas vous chercher avec des bonbons, on va venir vous faire peur. Parce que l'homme est facilement peureux. L'homme est pissou, là. Pissou, on maudit. Regardez, dans tous les endroits publics, c'est plein de toilettes, alors. Quels sont les effets vibratoires de la musique sur les différents corps? Les effets vibratoires de la musique. La musique est là une consonance qui pénètre par l'oreille et par la peau. La musique, comme effet sur les différents corps, elle a un effet qui n'est pas nécessairement bénéfique. Certaines formes de sonorité musicale peuvent, dans certains cas d'énergisation très basse, de pathologie ou de dépression ou de lassitude ou de choses dans le genre, remonter un tantinet l'énergie de la personne. Mais une personne qui est assujettie à écouter de la musique régulièrement, elle est complètement droguée. Elle a besoin de cette musique, donc elle est encore l'esclave de quelque chose créé par l'homme. Et même si on dit que la musique purifie les mœurs, on peut voir avec certaines musiques que ça colore les cheveux plus que ça purifie les mœurs. Et la musique, elle a une tendance à manipuler l'homme, quelle que soit la musique. Alors, la musique, est-ce que c'est bon ou mauvais? Ça dépend de notre état, ça dépend de ce qu'on en fait, parce que tout est bon et tout est mauvais. Sauf que, qu'est-ce qu'elle fait, la musique, chez l'homme? Bien, elle oblige l'homme à lutter contre la musique. Elle ne fait rien d'autre. Alors, si la musique vous dynamise, alors vous êtes encore une fois assujetti à la musique et c'est le rythme vibratoire de la musique qui vous contrôle. Si la musique vous fait pleurer, c'est une musique triste. D'ailleurs, on en met dans les films, c'est pas pour rien. C'est parce que la musique, elle atteint plus facilement la psychologie de l'homme que l'image. Donc, la musique, ben, évidemment, vous en faites ce que vous en voulez. C'est bon. Pas fort, tant qu'on n'entend pas trop. Et sinon, de temps en temps, ça peut servir de thérapie, comme je le dis, mais dans certains cas. Alors, la musique, comme n'importe quelle sonorité, il faut faire attention. Chose qui est sûre, c'est que si vous avez besoin de la musique, vous êtes pris, vous êtes bien mal pris. Et c'est comme n'importe quoi, vous en avez besoin, automatiquement, c'est de l'ordre, disons, satanique, comme le mot qu'on emploie en ésotérisme. Alors, qu'est-ce que vient faire la musique sur nos corps? La musique, elle agresse le corps physique, elle agresse le corps vibratoire, elle manipule le corps psychologique et elle empêche le corps mental de fonctionner. C'est ce que ça fait la musique. L'astral qui ne peut manipuler l'homme par sa psychologie, car il comprend qu'il est son seul maître, peut-il le manipuler différemment par l'extérieur, indirectement? Et comment l'homme peut-il en sortir face à une manipulation indirecte de l'astral sur la matière autour de l'homme? Bon, je vais répondre d'une façon qui ne vous regarde pas. Mais qui un jour peut-être va vous regarder. Ça, si vous comprenez, ne mettez pas ce que je veux dire en pratique, d'ailleurs vous ne pourrez pas le faire. Et le mettre en pratique serait vous assujettir à une manipulation dégradante de l'astral. Mais un jour, vous allez comprendre ces genres de choses. Le vivre. L'astral qui ne peut manipuler l'homme par sa psychologie car il comprend. Donc l'homme qui coupe les liens avec le mécanisme psychologique de l'astral. Lorsqu'on lui dit achète tel beurre de pinot, il l'achète s'il comprend qu'il en a besoin, mais pas parce qu'on lui a dit. Lorsqu'il est son seul maître, peut-il être manipulé différemment par l'extérieur? Indirectement. Et comment l'homme peut-il arriver à en sortir face à une manipulation indirecte de l'astral sur la matière autour de lui? Alors, voyez-vous, écoutez bien ceci. Vous êtes libre, vous êtes parfait, tout va bien, c'est merveilleux, votre vie est heureuse, tout est parfait, vous avez une extraordinaire santé, vous avez de la richesse, vous avez des amis, vous avez une maison, vous avez un bon emploi, tout va bien. Et vous êtes suffisamment puissant pour que l'astral ne puisse pas vous faire voir que tout va mal. Parce que ça va jamais mal. On voit que ça va mal, mais ça va pas mal.
Alors, la psychologie, le monde parallèle, l'astral, va évidemment agresser l'homme par ses points faibles, jamais par ses points forts. Vous perdez votre emploi, c'est un moyen de vous agresser. Et là, ça commence à faiblir chez vous. Vous perdez vos amis, une autre agression. Vous perdez votre maison, une autre agression. Et si, à travers toutes ces pertes, vous n'êtes jamais perturbé, vous ne perdrez plus rien d'autre. Pour la simple raison que ce n'est pas un de vos points faibles et vous êtes suffisamment énergétique pour pouvoir, même inconsciemment, empêcher ce genre de dégradation. Mais l'homme doit comprendre, le vivre, intégrer, digérer, cellulariser, qu'une rencontre est toujours le début d'une séparation. Et lorsque l'homme vit cela, même de ses cellules, la psychologie planétaire, l'astral, ne peut plus rien faire, ne peut plus agresser l'homme. Cela veut dire que l'homme est son seul maître et que l'union de l'homme avec l'extérieur est limitée de par le fait même qu'une rencontre, c'est le début d'une séparation. Comment faire pour ne pas être manipulé par l'extérieur? C'est facile. N'ayez aucun lien psychologique avec l'extérieur. Facile à dire. Cela veut dire, n'ayez pas d'amis, n'ayez pas de femme ou de mari, n'ayez pas d'enfants, soyez locataire. Bien assuré. Oui. Et automatiquement, si vous avez la puissance, qu'est-ce qui peut vous arriver? Cherchez tant que vous voudrez. Si vous ne pouvez pas être agressé et que vous n'avez aucun lien avec l'extérieur, il ne peut plus rien vous arriver. Et c'est pourquoi tous les maîtres, les réels maîtres, ceux qui se maîtrisaient eux-mêmes, ceux qui étaient les seuls maîtres à bord de leur propre véhicule d'exploration planétaire, ceux-là, pas ceux qui maîtrisaient les autres, ceux-là n'avaient pas de disciples, n'avaient pas de femmes ou de maris, n'avaient pas d'enfants, n'avaient pas d'église, n'avaient pas de religion, n'avaient rien. Quelqu'un blasphème contre ma religion, je suis mal pris. On blasphème contre mon auto, on l'égratigne, je suis mal pris. On blasphème contre mon emploi, je suis mal pris. On blasphème contre mes parents, contre ma famille, contre mon sang, contre mon drapeau, je suis mal pris. Mais vous pouvez évidemment vivre en société, à la condition de bien comprendre que tout a une fin. Et que la fin est l'expression même d'une atteinte de perfection dans votre vie. L'homme recherche la perfection et l'homme ne devrait jamais rechercher la perfection parce que la perfection, c'est la destruction. C'est la mort, la perfection. Il n'y a pas plus de perfection que de mort. Il n'y a pas de perfection sans mort, il n'y a pas de mort parfaite. Parce que sachez bien qu'une chose se doit d'être vivante. Et lorsqu'une chose ne vit plus, elle est morte. C'est évident. Lorsqu'une chose est parfaite, elle ne s'améliore plus. Lorsqu'une chose est parfaite, elle a tout ce qui pouvait être. Elle n'a plus rien à parfaire. Et le contexte planétaire de l'homme est un contexte expérimental, un contexte d'évolution. Lorsqu'une chose cesse d'évoluer, elle est parfaite. Elle ne peut plus rien attendre de l'extérieur. Elle meurt. Et chaque fois qu'une chose vient à nous, on a passé des moments fabuleux et c'est normal qu'un jour ça parte. Et l'homme psychologique veut poursuivre dans le temps la chose fabuleuse et veut éliminer des probabilités de retour les choses qu'il n'a pas aimées. Et ce sont des points faibles pour l'homme. C'est sa mémoire. Lorsque l'homme est capable de vivre instantanément, c'est-à-dire lorsque l'homme est capable d'accepter que tout tend vers la perfection, lorsque l'homme est capable d'accepter donc que tout change, que tout vit, que tout évolue, il ne peut plus être manipulé par le contexte de l'astral qui, lui, tend à refuser l'évolution, mais tend à vanter la conservation. Cela a été beau, nous devons le conserver. Cela est laid, nous devons le détruire. La beauté parfaite meurt. Pas le choix. On l'a dans le plan physique, on l'a dans le plan vital, on l'a dans le plan psychologique, on l'a tout partout. Alors, de quelle façon ne pas être relié? C'est de comprendre, d'intégrer complètement
l'expression même de l'évolution de l'homme, de la vie. Alors, il est normal qu'un jour, je fasse des conférences et il est normal qu'un jour, je n'en fasse plus. Il est normal qu'un jour, j'ai des possessions. Il est normal qu'un jour, j'ai d'autres possessions. Ceux-là doivent mourir. Sinon, je stagne. Et la stagnation, c'est la mort chez l'homme. Il est normal. Cela est naturel. C'est encore mieux que normal. Naturel. Alors, de quelle façon l'homme peut-il être manipulé, agressé par l'astral lorsque lui est suffisamment solide par ce qu'il a à côté de lui? Et à l'instant même où je me fous que ma femme se fasse massacrer par l'astral, je ne suis pas égoïste. Je m'en fous. Ça ne me dérange pas. Qu'elle se fasse charrier, qu'elle se fasse tuer, qu'elle se fasse décapiter, je m'en fous. Royalement, sincèrement, je fouille à moi et je m'en fous. Je trouve la libération si elle disparaît de ma vie. Et jamais ma femme va disparaître de ma vie. Jamais elle ne se fera décapiter, jamais elle ne se fera charrier, jamais il ne va rien se passer. Parce que c'est pas un de mes points faibles. Alors, elle peut être en paix. Et mon emploi, je m'en fous. Sincèrement. Intelligemment, je travaille, c'est sûr. Intelligemment, j'en vois l'utilité. Mais si je la perds, je t'assure, je vais m'en trouver un autre. Je vais prendre des vacances. Mais je suis sincère dans ce que je dis. Je fouille en moi et je le vois. Je ne peux pas perdre mon emploi. Parce que c'est pas un point faible. Alors, j'ai développé une ultime égocentricité intelligente qui me permet de mettre sous protection tous les points faibles que normalement j'aurais dû avoir et qui pourraient m'assujettir. Regardez les films. Le grand vaillant détective, extraordinaire, pris par la mafia parce qu'on a kidnappé son enfant. Ben, c'est ça. Et les services secrets, on le sait, on prend des célibataires. Qui plus souvent qu'autrement n'ont ni père ni mère. Ils sont morts, évidemment. Il y en a eu. Ils sont morts. Si on les élimine pas. Mais ça, faut pas trop que je parle. Bon. Alors, ce qui fait que c'est un moyen radical, non pas de ne pas en avoir, mais de ne pas créer de liens psychologiques, d'avoir des amitiés mentales, des amitiés vitales, et non pas d'amitiés psychologiques, et de bien comprendre la désaffinité que vous devez développer avec votre monde extérieur. Et avec, évidemment, on commence par l'intérieur, avec vos pensées, vos désirs, vos espoirs, tout ce genre de choses qui permettent à l'astral de vous faire croire que vous êtes sur le chemin pour, à un moment donné, vous faire rencontre, vous faire découvrir que vous ne l'étiez pas. Alors, je dis bien que cela n'est pas nécessairement applicable par vous, sauf que cela va cheminer chez vous, et à un moment donné, cela va être clair comme de l'eau de roche, et vous allez être capable d'avoir des amis sans jamais avoir d'amis. Alors donc, tous ceux qui vont vous approcher ne seront pas sujets à servir d'outils pour vous détruire. Qu'est-ce qui arrive quand la programmation est faite depuis 2 ou 3 ans et rien n'arrive? Qu'est-ce qui arrive quand rien n'arrive? Oui, c'est ce que je... Quand je suis sur le point de l'obtenir, il y a toujours des obstacles qui empêchent la réalisation, soit un travail ou autre chose, etc. Pourtant, c'est bien ou c'est très positif au départ. C'est intéressant, quoi. Le concept du positivisme. Parce que ça rejoint la normalité de ceux qui évoluent. À un moment donné, on a l'impression qu'on l'a, qu'on le sait, que ça vient, que c'est proche, on le sent, c'est parfait. Dans 2-3 semaines, dans 6 mois, c'est l'année 1985. Cette année-là, pour moi, ça va être, on l'a. On l'a. Plus de problèmes financiers, plus de problèmes familiales, on l'a. Et puis, 87 arrive, 88, 89, il n'y en a toujours pas. Et puis, 90 s'en vient, puis ça recommence. On va le voir. Je vais me transférer. Je l'ai. 91 passe, 92 passe, 93 passe, on ne le trouve pas. Et c'est un mécanisme qui est normal, c'est-à-dire qui rejoint la collectivité qui évolue. Et qu'est-ce qui fait, puis vous allez voir que c'est assez clair et assez facile à comprendre, qu'à un moment donné, on pointe pour se faire éroder la tête, et après ça, on attend encore. Tant que l'évolution de l'homme va se faire d'une façon collective, il ne pourra pas arriver à percer ce brouillard de l'évolution parce qu'il pointe, et d'autres pointent, et d'autres pointent, et après, il doit se taire pour attendre que la masse suive.
Ce qui fait qu'il évolue par pointe parce qu'il est un être peut-être plus conscientisé ou conscientisable que la collectivité, mais il reste assujetti à la normalité collective. Lorsque l'homme devient totalement individuel, lorsque l'homme se dégage complètement de l'attraction de la collectivité, de la normalité évoluante, lorsque l'homme est lui-même marginal et qu'il se complaît presque dans la marginalité, sans s'en complaire, lorsque l'homme devient suffisamment marginal pour pouvoir s'assumer lui-même, lorsque la pointe arrive, elle reste et il la pousse. Parce qu'il n'a pas besoin d'attendre l'accréditation de la collectivité pour le faire. Et c'est un problème qui est majeur, qui est relié à l'évolution de la collectivité lorsqu'on arrive presque à s'en sortir et qu'on repénètre dans l'évolution collective, simplement pour laisser un temps à la conscience collective d'ingérer, d'assimiler votre évolution. Et il se trouve que ceux qui ont des pointes, il y en a un maudit bon paquet qui en ont en même temps, et ils se taisent tous en même temps. Parce que leur évolution attend après la masse. Par le plan psychologique, par le plan matériel, par le plan du vital, par le plan du mental, ces êtres évoluent et ils attendent à un moment donné. C'est comme si on avait une grosse balloune. Alors je tire dessus, je monte, et tout d'un coup je dois redescendre pendant que la balloune monte me rejoint. Et après je recommence et la balloune remonte. Exactement, c'est d'ailleurs ce qui a été sans doute pas pour ça qu'ils ont pris le symbole du serpent dans l'évolution religieuse. Mais c'est un peu comme ça. La tête avance loin sur plusieurs espèces de serpents qui n'ont pas d'écailles suffisamment agrippantes. Et lorsque le corps avance, la tête recule un peu. Un peu comme les chenilles lorsqu'ils n'ont rien pour s'agripper. Alors ça avance, mais lentement. Alors l'homme fait une pointe et il revient pendant que la balloune collective monte. Et l'homme refait une pointe et il revient pendant que la balloune collective monte. Parce que la balloune collective le ramène. Lorsque l'homme se dégage complètement de cette attraction collective, l'homme peut évoluer et il ne connaît plus cette pointe. Et c'est un fait remarquable que l'individu qui se conscientise dans son intégrale intelligence ne connaît plus cette pointe. Et lorsque l'homme a encore l'impression que cela vient, c'est qu'il est encore assujetti à une évolution collective. Peut-être de plus en plus limitée, regroupée, mais il reste assujetti. Et lorsque l'homme ne sent plus cette pointe et que l'homme voit des transformations sur lui, l'homme est suffisamment individualisé pour que la balloune soit réduite à un strict minimum ou encore pour qu'elle ait éclaté. Mais là, lorsqu'elle éclate, l'homme le sait. Alors, donc, c'est simplement parce que l'homme évolue dans une conscience collective, même s'il ne l'a pas intégré consciemment, que l'homme monte et que l'homme descend, que l'homme monte et que l'homme descend. Simple. Lorsqu'on est au bord du gouffre, comme tu disais, où aller puiser l'énergie nécessaire pour ne pas y sombrer? Vous savez que certaines choses, lorsqu'on les fait facilement, c'est facile. Et lorsque l'on répond de cette facilité, cela paraît trop facile pour les individus qui recherchent la réponse et qui ne peuvent pas expérimenter ce mécanisme pour l'instant. L'énergie, on la prend chez soi. Et l'énergie nécessaire à la création du gouffre psychologique, si on la récupère, elle est nécessaire pour créer un escalier et nous faire monter. Alors, en même temps, le gouffre disparaît et en même temps, l'homme apprend. Où prendre l'énergie? Vous l'avez, mais vous l'avez investi dans la création de conflits psychologiques, de guerres psychologiques, de gouffres. Alors, au fur et à mesure que le gouffre disparaît, l'énergie revient. C'est normal, votre énergie, elle était le soutien de ce gouffre. Alors, on ne va pas chercher une énergie ailleurs qui vient détruire le gouffre ou qui vient créer un pont par-dessus le gouffre, parce que le gouffre resterait. Et on ne peut pas aller chercher d'énergie. Lorsque moi, de temps en temps, cela peut m'arriver, lorsque je m'oublie ou je vois un gouffre, ça m'arrive plus depuis longtemps, mais lorsque cela m'arrivait, j'observe le gouffre et j'observe tellement bien le gouffre que je vois tellement que le gouffre n'existe que dans ma psychologie, n'existe que dedans mon vouloir qu'il n'y ait pas de gouffre. N'existe que dedans mon vouloir comprendre et cesser de ne plus comprendre. N'existe que dedans ce genre de vouloir, et le gouffre apparaît, que lorsque je cesse de vouloir, la moitié du gouffre disparaît, et lorsque je cesse un autre vouloir, il n'y a plus de gouffre. Parce que qu'est-ce que c'est le gouffre? Quand est-ce qu'il y a un gouffre devant vous?
lorsque vous désirez aller de l'autre côté du gouffre. Seulement. Les murs ici existent, les murs. Mais ils ne vous embêtent pas, parce que vous ne voulez pas traverser les murs. Mais commencez, essayez de traverser les murs, et vous allez voir qu'ils vont vous embêter. Ils vont même vous marquer. Et plus vous allez vouloir vous entêter à traverser les murs, plus cela va vous marquer. Jusqu'à un moment donné où, peut-être, vous allez traverser le mur. Dans quel état? C'est autre chose? Peut-être. Avec la souffrance matérielle qui est reliée aux lois régissant les murs. Le gouffre n'existe pas. C'est-à-dire que le mur n'existe pas. Les murs ici n'ont jamais existé pour vous. Vous avez peut-être observé le mur, mais ils n'ont jamais eu de consistance réelle, ces murs. Le plancher non plus n'a pas de consistance réelle. Quand est-ce qu'un plancher a une consistance réelle? C'est lorsqu'il s'effondre sous vos pieds, lorsqu'il y a un gouffre, ou encore lorsque c'est de l'eau, lorsque vous ne savez pas nager. Lorsque, dans votre psychologie, on parle de gouffre psychologique, évidemment, lorsque vous avez le désir de quelque chose au bord, il y a un gouffre. Et lorsqu'on n'a plus le désir, il n'y a plus de gouffre. Et l'énergie qui sert à énergiser ce gouffre se transforme en énergie qui vous sert à évoluer, à prendre conscience, à vous améliorer. Donc l'évolution, c'est ça. Alors donc, où prendre l'énergie? Dans le gouffre. En prenant l'énergie dans le gouffre, on démolit le gouffre. Alors, lorsque vous aurez un gouffre psychologique, observez bien pourquoi ce gouffre psychologique a une importance psychologique pour vos désirs psychologiques. Et lorsque vous allez dire, ben oui, mais c'est parce que je veux absolument avoir un auto, ce qui fait que j'ai pas de char, je me sens mal. Cesse de vouloir avoir un char, tu cesses de vouloir en avoir un, tu cesses de te sentir mal. Tu voyageras pas plus vite en auto. Mais il y aura plus de gouffre psychologique. Et l'énergie récupérée pourra peut-être t'arranger, te permettre d'avoir un véhicule. Mais observez bien vos gouffres psychologiques, vos ennuis, vos dépressions, vos déceptions, et toutes ces choses-là n'existent dans votre psychologie que parce que vous voulez aller l'autre bord. Et il y a toujours des portes. C'est pas nécessaire de passer à travers le mur. Toujours des portes. Une question qui s'adresse au maître. Te sens-tu esclave de ton savoir, de ta fusion, entre parenthèses, avec un point d'exclamation derrière? D'où tiens-tu ton extra-lucidité? Quand t'es-tu rendu compte que tu étais comme ça? Comme je me suis rendu compte quand je me promenais la nuit puis je flashais. Bon, premièrement, il y a plusieurs questions ici qui me regardent. Te sens-tu esclave de ton savoir? Absolument pas. D'où tiens-tu ton extra-lucidité? Sans doute là d'où je la prends. Et quand t'es-tu rendu compte que tu étais comme ça? Ben, on s'en est rendu compte de ma place. Je m'en suis rendu compte quand j'en suis rendu compte. C'est des questions, disons, qui serviraient absolument à rien, qui énergiseraient des choses que je tiens pas à énergiser et puis qui me regardent. Qu'existe-t-il en dehors de la dualité bien-mal? Car le bien ou le mal ne sont que du point de vue que l'on en a. C'est bien difficile à lire ça. Qu'existe-t-il en dehors de la dualité bien-mal? Car le bien ou le mal ne sont que du point de vue que l'on en a. La synthèse serait quoi? Ah ok, il manque un point entre les deux. Il manque une virgule, ouais. Chance que c'est pas trop long, ça t'aurait bien étouffé. Pas de point, pas de virgule. Alors, qu'existe-t-il en dehors de la dualité bien et mal? Bon, bien évidemment, la dualité, c'est pas juste le bien et le mal, c'est le loin, le proche, le haut, le bas, c'est le sale, le propre, c'est tout ce genre de choses, la dualité. C'est une perception psychologique et qui est tellement bien perçue par l'homme que l'homme la croit matérielle. Alors, la dualité psychologique crée des problèmes. Regardons bien qu'est-ce que c'est la dualité psychologique du loin et du proche. Parce que certains vont dire que 1000, c'est loin. D'autres vont dire 1000, c'est proche. La dualité, déjà, elle est là. C'est proche ou c'est loin? Bien, on ne le sait pas. Ça dépend du point de vue. Et lorsque on a, par exemple, un immense bateau qui mesure 1000 de long. Alors, de temps en temps, une personne part et elle va à pied à l'autre bout du bateau pour lui donner un ordre. Et elle chiale. Et un jour, on réduit le bateau de moitié. Elle a le même travail. Ah, c'est extraordinaire. 1000. Ça prend le même temps pour aller-retour que ça prenait pour aller. C'est merveilleux. Pour combien de temps?
Au bout d'un mois, c'est aussi long. Et on coupe le bateau en deux. Extraordinaire, merveilleux. Pour combien de temps? Au bout d'un mois, c'est aussi long. Et on coupe, et on coupe, et on coupe, et on coupe, et on fait qu'à un moment donné, vous êtes assis à votre chaise et vous demandez à quelqu'un d'aller vous chercher une cuillère, puis il veut pas. Le tiroir est pas loin. Puis même vous autres, vous êtes trop large pour y aller. Le tiroir est pas loin. Proche, loin, psychologiquement nuit à l'homme parce que l'homme le conçoit d'une façon dualitaire. L'homme voit la distance comme une chose proche, une chose loin, selon son état psychologique. Qu'est-ce qui existe s'il existe? Est-ce qu'il existe d'autres choses que le bien et le mal? Il existe d'autres choses que le bien et le mal. Or, la dualité, il existe une unité. Et cette unité s'auto-détruit même par son existence. C'est-à-dire qu'il n'existe rien sans existant quelque chose. Le problème, c'est que je ne peux pas en parler pour l'instant parce que les bases psychologiques ne sont pas suffisamment construites, suffisamment adéquates pour permettre à cette base psychologique dualitaire d'entrevoir une possibilité non dualitaire. Inexistentielle, tout en étant présente. Donc, la synthèse serait quoi? La synthèse, ce n'est pas l'unification réelle du bien et du mal. La synthèse, c'est un autre point de vue qui existe déjà. C'est l'homme. L'homme a déjà une synthèse. L'homme, présentement, a 3 points de vue. L'homme a un point de vue intuitif, l'homme a un point de vue intellectuel, et l'homme a un point de vue synthétique qui est l'ego. Et son ego colore la synthèse, disons, son ego colore l'intellect, son ego colore l'intuition, et son ego synthétise les deux formes de conscience. L'homme a une triple conscience, mais l'homme a, disons, une double perception de conscience tout en ayant une triple conscience. L'homme aura toujours une triple conscience. À un moment donné, le triangle qui peut symboliser l'eau en alchimie va se redresser. On aura donc un triangle qui symbolisera le feu. Et l'homme aura une conscience supramentale qui viendra, disons, chapeauter la conscience intuitive et intellectuelle de l'homme, et l'homme perdra son ego. Mais ce mécanisme présent chez l'homme, l'ego, la conscience intellectuelle, la conscience intuitive, ne peut pas permettre à l'homme de comprendre un mécanisme existentiel réalitaire, non dualitaire. Et lorsque nous parlons de dualité, nous abordons évidemment le contexte pluralitaire. Cela fait partie de la dualité qui est explorée par l'ego. Alors, il y a le mal, il y a le bien, il y a le bien-mal, le mal-bien, un peu moins bien, un peu plus mal. Enfin, il y a tout le schéma, disons, de coloration entre le bien et le mal. C'est la pluralité qui est intégralement reliée à la dualité. Lorsque l'homme aura cette conscience supramentale, lorsque l'homme aura réussi à faire renverser, mais évidemment, on parle de renverser, c'est pas un mécanisme, il faut pas un levier pour ça. Lorsque l'homme aura perdu sa conscience égoïque pour développer cette conscience supramentale, cette troisième forme de vision, lorsque l'homme aura cette conscience supramentale connaîtra la non-dualité planétaire tout en continuant à travailler avec cette dualité. Alors, disons que présentement, l'homme a une trialité réelle qu'il vit, qu'il intègre, mais l'homme va découvrir qu'il existe une autre trialité qui est capable d'accepter d'une façon plus harmonieuse et moins synthétique la dualité intuitive et intellectuelle de l'homme. L'homme vit avec le bien et le mal parce que l'homme intellectualise des mécanismes et l'homme perçoit des mécanismes. De ce fait, l'homme a une vision polarisée, une vision dualitaire du monde dans lequel il vit, une vision intuitive qui lui dit « je crois que c'est ça », et une vision intellectuelle qui lui dit « oui, c'est ça » ou « non, c'est pas ça ». Et la liaison entre les deux va être faite par l'ego qui va dire « je vois que c'est ça, mais je préfère que ce soit ça ». Ça, c'est l'intuition qui prend le dessus. Ou encore, lorsqu'il a une intuition réelle et qu'il a un intellect trop développé, l'ego va faire plus confiance à sa faculté intellectuelle, à cette conscience intellectuelle, et il va être plus intellectuel. Mais l'homme a une trialité. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cela ne peut pas être explicable présentement à un homme psychologique, parce que l'homme va le comprendre seulement quand il aura cette trialité supramentale, lorsque l'homme aura renversé, lorsque l'homme aura détruit, lorsque l'ego de l'homme aura été démoli, détruit, et lorsque l'homme aura cette conscience supramentale. De ce fait, je ne peux pas présentement parler d'une façon claire de cette inexistence réelle de la dualité. Certains d'entre vous peuvent prendre conscience qu'effectivement, bien et le mal sont en fonction d'une polarisation de notre psychologie, de ce que nous voulons. Certaines choses sont bien un jour et sont mal un autre jour. Mais qu'est-ce qu'il y a sans le bien et sans le mal, cette voie, ce chemin de juste milieu, qui n'est même pas l'inexistentialité de la dualité.
Alors, ce n'est pas perceptible, cela va venir lorsque cela sera expérimenté par l'homme, et l'homme l'expérimentera, l'homme connaîtra, l'homme aura un savoir de cette non-dualité, disons, de cette existentialité de cette non-dualité inexistentielle, que lorsqu'il aura cette conscience supramentale. Quelle différence y a-t-il entre l'éther et l'aura? Il y a la différence que les mots veulent leur donner. Pour certains, l'éther peut être l'aura. Pour d'autres, l'éther est autre chose. L'éther peut être le corps vital de l'homme. Dans l'ancienne étymologie reliée aux traditions ésotériques, l'éther, le corps éthérique. L'éther peut être le phénomène psychologique, psychoplanétaire, l'astral collectif, l'éther, le ciel. L'éther peut aussi, par relation avec l'énergie vitale planétaire, être l'énergie supramentale, collective, non individualisée, qui va permettre la création d'un autre corps au niveau du plan supramental, au niveau du plan éthérique supramental. Donc, l'éther, c'est des choses. L'aura, ça peut être le nom d'une personne. L'aura ce corps, ça c'est bon, dans la conférence sur les corps, ce serait intéressant. L'aura ce corps, oui, effectivement. L'aura, elle existe présentement de deux ordres. Disons qu'on voit plus clairement, on voit même très clairement l'aura au niveau du séminaire PMC1 que je donne, étant donné que non seulement on explique ce qu'est l'aura, il y a une aura de type vital qui est l'expression extracorporelle de l'énergie vitale qui maintient les molécules. Et au niveau, disons, du séminaire PMC1, la personne voit clairement parce qu'elle arrive même aussi à voir l'aura vitale. Et on a une deuxième forme d'aura qui est aussi visible par des séminaristes ou encore par des personnes qui ont cette capacité s'ils ne l'ont pas développée. Une aura qui est le reflet de l'énergisation moléculaire. La première aura vitale, elle est créée par la circulation de l'énergie vitale dans les méridiens de l'homme, l'énergie yin-yang et yominale. Et lorsqu'une énergie circule dans un conducteur, elle crée un champ électromagnétique qui est la première aura. Lorsqu'une énergie psychologique circule par l'intermédiaire des vaisseaux sanguins, du sang, et c'est important, elle crée aussi ce champ magnétique qui est beaucoup plus subtil que l'énergie vitale et qui, de ce fait, traverse plus facilement la corporalité matérielle de l'homme et s'étend plus loin. Donc, on a une aura qui, par sa vibration, transmise ou exprimée sous forme de couleur dans l'air, peut être visible par l'homme. Donc, on aura l'aura astrale et on a l'aura vitale. L'aura, normalement, étymologiquement, au niveau des traditions, des écoles traditionnelles, c'est surtout l'aura psychologique, astrale et l'aura vitale. Et évidemment, il y a d'autres formes d'aura qui ne sont pas perceptibles encore par l'homme. L'homme maître de l'astral doit-il devenir aussi maître du supramental? Qu'est-ce que c'est l'homme maître? L'homme maître, c'est lorsque l'homme a la connaissance instantanée d'un mécanisme qui crée un événement et de la réponse de l'événement à ce mécanisme. Cela veut dire que l'homme maître a la connaissance globale, instantanée et complète de tout ce qui crée un événement, de tout ce qui sous-tend l'événement, de tout ce qui permet l'événement et de la réaction finale de cet événement, de ce que celui-ci va susciter. Lorsque nous connaissons les mécanismes du corps physique, nous pouvons savoir que telle alimentation nuit, que telle chose nuit, que lorsque une balle de baseball se dirige à toute vitesse vers votre nez, que cela va nuire et automatiquement, si on peut, on se tasse. Sinon, psychologiquement, on reste figé dedans en criant, puis on crie encore plus fort quand le résultat est accompli. Bon. Être le maître de l'astral, cela veut dire être désassujetti de l'astral et fonctionner avec l'astral selon les critères écologiques qui sont directement reliés à la faculté d'expression de l'astral. Être le maître du supramental, cela veut dire travailler en collaboration avec le supramental selon les lois supramentales. Donc, on ne maîtrise jamais rien en fin de compte. Mais on n'est jamais maîtrisé en fin de compte. De ce fait, l'homme est son seul maître. Lorsqu'un grand maître manipule les autres, il n'est pas son maître. Lorsque je dis manipuler l'astral, il faut bien comprendre que nous allons instruire l'astral.
Et l'astral a des fonctions. Et lorsque nous allons obliger l'astral à agir dans ses fonctions, nous allons apparaître comme des maîtres, comme des dieux. Parce que l'astral attend après ces dieux. Et lorsque nous allons entrer en contact avec l'énergie supramentale, pendant un laps de temps, nous allons être manipulés par l'énergie supramentale jusqu'au jour où nous allons cesser cette manipulation supramentale. Nous ne dirigerons pas le supramental. Nous allons accepter la communication lorsque cela nous plaît. Nous allons la refuser lorsque cela ne nous plaît pas, lorsqu'il nous embête, ça peut arriver. Et nous allons, à un moment donné, créer une énergie propre à nous, une énergie totalement supramentale qui nous permet de voir clair dans le monde supramental. De ce fait, nous ne sommes plus manipulés. Mais nous ne manipulons pas. Nous travaillons en collaboration au niveau du plan supramental, c'est-à-dire que nous savons, sans parler, sans communiquer, ce qui doit être fait et ce qui se fera. Mais lorsque l'énergie supramentale descend dans la matière et qu'elle touche l'homme, de par l'expression médiocre de l'homme à quelque chose de neuf et d'apparemment supérieur, celui-ci se met en dessous. Et lorsque celui-ci se met en dessous de l'énergie supramentale, il oblige celle-ci à manipuler l'homme. Donc, l'homme est manipulé pendant un laps de temps par l'énergie supramentale. Pas longtemps. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que de devenir le maître. Cela veut dire d'être son maître. Merci Daniel, ça a été encore une fois très intéressant. Merci beaucoup. Il y a eu quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre.